Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Notre flash information de ce lundi 20 juillet au Sénégal. C'est historique. Pour la première fois, un ancien chef d'État africain devra répondre de ses actes devant un tribunal d'un autre pays du continent. C'est le cas de l'ancien président tchadien Hissène Habré, qui est jugé à partir de ce lundi à Dakar au Sénégal pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture sous son régime au Tchad, soit entre 1982 et 1990. Après plus de 20 ans en exil au pays de la Teranga, Hissène Habré sera jugé aujourd'hui par les chambres africaines extraordinaires. Les CAE sont un tribunal spécial qui a été créé par l'Union africaine en vertu d'un accord avec le Sénégal et qui comprend des magistrats sénégalais et africains. Ce procès est inédit puisqu'il permet ainsi au continent africain de montrer l'exemple au moment même où la CPI, la Cour pénale internationale qui siège à La Haye aux Pays-Bas, est de plus en plus souvent accusée de ne poursuivre que des dirigeants africains. Et Hissène Habré, dont le procès s'ouvre aujourd'hui à Dakar, a déclaré ne pas reconnaître de légitimité ni de légalité au tribunal des CAE et qu'il a signifié également qu'il ne comparaîtrait pas. Pour autant, les organisations de défense des droits de l'homme se félicitent de cette avancée en matière de justice africaine. Écoutez ce représentant de Human Rights Watch qui explique en quoi ce jugement est historique et comment ce procès a pu être rendu possible. C'est la première fois de l'histoire que les tribunaux d'un pays, le Sénégal, vont juger l'ancien dirigeant d'un autre pays, le Tchad. C'est aussi la première fois que les victimes survivants africains se mobilisent pour traduire en justice leur dictateur. On ne serait pas arrivé à ce procès si le gouvernement tchadien n'avait pas accepté que la justice belge et ensuite sénégalaise enquête au Tchad. Si le gouvernement tchadien n'avait pas levé l'immunité d'État que Hissène Habré aurait pu réclamer. Et depuis l'ouverture de l'instruction en juillet 2013, ce sont près de 2500 victimes présumées, parmi les 4000 victimes directes ou indirectes qui se sont constituées partie civile et qui ont été entendues, ainsi qu'une soixantaine de témoins. Le tribunal spécial des CAE a prévu d'en entendre 100 autres lors d'audiences qui seront filmées et enregistrées. Je vous propose d'écouter ce témoignage d'une des victimes présumées, d'Hissène Habré. Elle nous décrit ses conditions de détention et pourquoi, selon lui, l'opinion publique au Sénégal est toutefois plutôt favorable vis-à-vis de Monsieur Habré. Quand on m'a amené dans une cellule, au camp Martyr, cette cellule, c'est l'enfer. J'ai beaucoup souffert dans cette cellule. Plus les autres prisonniers qui étaient dans la cellule. Parce qu'une cellule qui fait 40 personnes, sans lumière, pas de bon manger, les conditions de vie. Et j'ai souffert dans cette cellule. Et j'ai vu des gens souffrir dans ces cellules. Des gens qu'on a fait du mal. Des gens meurent dans la cellule. Avec la façon qu'il est venu, avec beaucoup d'argent. Et se porter ses boubous, aller dans les mosquées. Montrer qu'il est un bon musulman. Tu sais, c'est un pays de musulmans. 90% des Sénégalais, c'est des musulmans. Donc on croit que c'est un bon type. Mais les gens ne le connaissaient pas. Mais maintenant, les gens le connaissent. Et la vérité va sortir. Et c'est tout ce qu'on attendait des années. Que Dieu merci, je suis vivant pour assister à ce procès. C'est très important pour moi. Et pour mon compatriote qui est décédé en prison d'Hissène Habré, d'Embagay. Précisons par ailleurs que les audiences de ce procès sont donc prévues du 20 juillet au 22 octobre. Si Hissène Habré est reconnu coupable, alors une autre phase s'ouvrira pendant laquelle seront examinées d'éventuelles demandes de réparation aux civils. Et s'il est condamné, Hissène Habré encourra entre 30 ans de prison ferme et les travaux forcés à perpétuité. Et aucune mesure d'assouplissement de la peine, ni grâce, ni amnistie ne sera possible. Toujours à l'ouest du continent, le président intérimaire du Burkina Faso, Michel Kafando, a déchu hier dimanche son ministre de la Sécurité.
La décision du chef de l'État de démettre le colonel Auguste Denis Barry de ses fonctions vise à satisfaire l'armée qui réclame le départ des militaires du gouvernement et qui avait notamment aussi demandé le départ du Premier ministre et ancien ministre de la Défense Yacouba Isaac Zida. La société civile burkinabé espère quant à elle toujours une réforme de l'armée, ainsi surtout que la dissolution du RSP, le régiment de sécurité présidentielle. En tout cas, maintenant que l'ancien ministre de la Sécurité est démuni de son portefeuille, eh bien c'est M. Kafando qui le récupère, cumulant ainsi ceux de ministre de la Sécurité, donc, mais aussi celui de ministre de la Défense qu'il avait tout de même retiré vendredi dernier à son toujours Premier ministre, Yacouba Isaac Zida. Et dans le Mali voisin, eh bien, l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, vient de saisir la Cour pénale internationale. Cette saisie concerne les destructions des mausolées de la séculaire ville musée de Tombouctou par les djihadistes. Vous le savez, c'était lors de leur occupation au nord du pays entre 2012 et 2013. Selon la directrice générale de l'UNESCO, qui est venue vendredi pour visiter certains des mausolées reconstruits, eh bien, détruire un patrimoine culturel est considéré comme un crime de guerre selon la Convention de la Haye. Restons en Afrique de l'Ouest, direction le Togo à présent. La capitale Lomé vient de vivre un summer camp, comprenait un camp d'été autour de la technologie de l'impression 3D. À cette occasion, eh bien, des dizaines d'enfants ont été regroupés par le WeLab, un espace de collaboration à l'origine de la première imprimante 3D Made in Africa, une imprimante fabriquée avec des matériaux de récupération. Plus de détails avec Noël Tadénion, notre correspondant au Togo. Aboubacar est en train d'apprendre à faire des dessins 3D sur un ordinateur à l'occasion du Summer Camp. Le fruit de ce dessin sera imprimé par une imprimante 3D Made in Togo. C'est très bien parce que ça permet de former les gens sur les dessins. Donc, moi aussi aujourd'hui je suis venue et j'ai commencé par travailler. Je le trouve intéressant. Tout comme lui, plusieurs jeunes élèves et collégiens sont réunis pour cet événement porte ouverte. Ce camp met en exergue l'esprit de partage, d'intelligence collective, la culture de communauté autour de l'imprimante 3D. Lui, il s'appelle Afat Ninkou. Il est à l'origine de la création de la première imprimante 3D en Afrique avec ses amis du WeLab Lomé. Avec le succès de cette invention collective, les membres du WeLab ont décidé de transmettre leurs connaissances aux plus jeunes. Ces jeunes sont formés et conscientisés sur cette opportunité historique que la technologie de l'impression 3D offre à l'Afrique. Et les participants réalisent leur propre machine avec de la récupération et quelques pièces achetées. Bon, qu'est-ce qu'elle va faire? Moi et mes camarades, nous sommes très contents d'avoir participé à cette formation. Ça nous a beaucoup aidé. Avant, on ne connaissait pas ces choses-là. Sinon, on est vraiment content d'avoir participé. Avec cette semaine que nous avons fait des cours intensifs, ils ont beaucoup appris. Ils arrivent maintenant à dessiner. Je dirais qu'ils maîtrisent un peu plus mieux le SketchUp et ils arrivent à convertir les fichiers et dessiner en fichiers imprimables, ce qui est déjà très bon. Et nous sommes vraiment satisfaits du résultat. Les membres de cet espace de collaboration, le WeLab, entendent vulgariser l'impression 3D et surtout la fabrication des imprimantes 3D avec des matériaux de récupération. En Afrique centrale, l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du mois de Ramadan, n'a pas été célébré dans les meilleures conditions en République centrafricaine. Après la destruction récente de leur mosquée à Bangui, eh bien, les musulmans de la capitale ont été contraints de prier dehors pour marquer la fin du jeûne de Ramadan. Écoutez. À 18h45, premier coup de feu. Et ça a commencé, on a su déjà que c'est leurs histoires de l'année passée pour célébrer la fête de Ramadan en se montrant ou bien en se prouvant avec des armes, comme d'habitude. Et ça a pris du rien, tout quartier, le feu commençait à donner les grenades partout. Moi que je vous parle là,
je vis et j'ai vécu une balle perdue à trouver quelqu'un devant moi. Cette fête aujourd'hui, nous allons la partager avec nos coreligionnaires, avec les frères, nos coreligionnaires des autres églises qui vont la partager avec nous. Cela aussi témoigne vraiment que les croyants en Centrafrique veulent lever le défi qui a été posé par les politiques qui ont instrumentalisé nos religions pour dire qu'il y avait une fête, il y avait une guerre religieuse. Notre pays vient de traverser un moment très difficile qui a créé une confusion en parlant de la guerre religieuse, la guerre des religions. Alors ce n'est pas ça. Notre présence ici, c'est pour honorer cette fête de Dieu, honorer nos frères qui aiment Dieu, malgré la guerre, malgré la persécution. Ils ont tenu dans leur foi pour jeûner et prier pour la paix dans notre pays. Donc je suis très. Non loin de là, le Gabon du président Ali Bongo Ondimba a reçu la visite d'une star mondiale du ballon rond, l'attaquant du FC Barcelone, Lionel Messi. L'Argentin était présent samedi aux côtés du chef de l'État pour participer à la cérémonie de pose de la première pierre du stade de Port-Gentil. La venue de Lionel Messi n'est pas un hasard, c'est ce stade de la deuxième ville du pays qui doit en effet accueillir des rencontres lors de la prochaine édition en 2017 de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football, l'un des événements sportifs majeurs du continent. Vous l'imaginez bien en tout cas, les fans, mais surtout les enfants, étaient rassemblés en masse pour venir voir et saluer Léo Messi, le seul joueur au monde à avoir remporté 4 fois le fameux Ballon d'Or. Et je vous propose d'écouter le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, qui explique les circonstances de la venue de Lionel Messi dans son pays. Nous sommes rencontrés il y a maintenant quelques années à Barcelone et M. Messi m'avait indiqué qu'il viendrait me rendre visite à Libreville. Et c'est donc une promesse qu'il m'avait faite. Et il a tout simplement, en homme d'honneur qu'il est, tenu sa promesse. Après la Copa América, il m'a indiqué qu'il venait nous voir à Libreville pour venir nous saluer. Et le calendrier faisait bien les choses. Ça correspondait à la pose de la première pierre du futur stade de Port-Gentil, auquel donc j'ai bien voulu l'associer. Voilà comment ça s'est passé. Et c'est un autre grand sportif international qui s'est rendu en Afrique, Roger Federer. Le joueur de tennis professionnel était au Malawi, en Afrique australe, pour inaugurer un centre de la petite enfance. La fondation du tennisman suisse vient par ailleurs de débourser 13,5 millions de dollars, soit à peu près 12,5 millions d'euros, pour soutenir le développement de l'accès aux jardins d'enfants au Malawi. Écoutez ses explications. Pour nous, à ActionAid, c'est un grand honneur et je pense que c'est également un grand honneur pour le Malawi. Roger est bien arrivé. Il est là pour interagir avec les enfants et observer le projet qu'il finance. Roger finance un programme de développement de la petite enfance qui vise à améliorer la qualité et l'accès à ces services au Malawi. Au Malawi, plus de 60% de nos enfants n'ont pas accès à un service de développement et c'est une menace pour l'avenir de notre pays. Parce que ces enfants sont l'avenir de notre pays. Ce sont eux qui sont censés développer le pays et s'ils n'ont pas accès à l'éducation, ils ne peuvent pas bien partir dans la vie. Et cela met en péril notre pays et son avenir. La fondation existe depuis 10 ou 11 ans et j'ai toujours cru que les enfants étaient notre avenir. J'adore les soutenir et leur donner l'opportunité d'aller à l'école ou dans ce cas précis, le jardin d'enfants. Je trouve que c'est très important que chaque enfant ait cette opportunité. J'essaye d'aider du mieux que je peux. Ma mère était d'Afrique du Sud et il y a souvent voyagé. Par ailleurs, les responsables de la fondation m'ont dit que le Malawi avait besoin d'aide, particulièrement au niveau des jardins d'enfants. J'ai dit d'accord. Avant l'entrée à l'école, il y a du travail à faire. Nous avons analysé et réfléchi aux moyens les plus efficaces d'apporter notre aide. Je suis content de le constater de mes propres yeux aujourd'hui. Et dans l'Afrique du Sud, de la mère de Roger Federer, justement, ce samedi 18 juillet a marqué le fameux Mandela Day, ou Journée Mandela. À l'occasion, chaque Sud-Africain était invité à donner 67 minutes de son temps à de bonnes actions en l'honneur des 67 années que Nelson Mandela a consacrées au service de son pays. Cette année à Johannesburg, des danseurs du Joburg Ballet ont participé à l'initiative en allant enseigner des mouvements de danse classique à des enfants d'un township du sud de la ville. Écoutez ses commentaires.
Je viens d'ici, c'est là que je suis née. J'ai grandi ici et je suis allée à l'école ici. Et nous voulions montrer le ballet à Orange Farm parce que ça n'a jamais été fait ici auparavant. Et puis aussi rendre quelque chose à la communauté et j'espère inspirer quelqu'un. Il me semble que nous avons réussi. Je suis sortie d'ici et j'ai fait quelque chose de ma vie. Et donc, de voir ces enfants, de leur parler, je me disais qu'il y a peut-être ici un futur excellent professeur ou un futur excellent styliste. Le souci est que la plupart d'entre eux n'ont pas confiance en eux, en leur capacité à faire ce qu'ils aiment, en leur idée. Mais il y a beaucoup de talent ici, assis, juste là. Tabang Mabosa fait quelque chose de magique. Je m'en souviendrai. Je pense que le ballet est pour les garçons et pour les filles, pour tout le monde. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du lundi 20 juillet. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain mardi pour votre prochain point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez une très bonne journée. À demain.